Et j'ai pu avoir le fumier et je peux te dire que j'ai pas lésiné sur la quantité, mon petit gars. Oh, ma petite meuf. Regarde-moi ce truc là. Ah, bim. Voilà, rempli de délicieux caca de cheval. Mais c'est pas vraiment du fumier en fait, c'est plus ouais du caca direct. Et j'ai entendu qu'il fallait le composter avant, sinon ça risque d'être trop puissant pour les plantes. Après, si je mets un petit caca par-ci par-là, tu vois, glisser, déposer, est-ce que tu penses que ça va poser problème? Moi je sais pas trop, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer avec ce sac. De toute façon je leur ai dit, en fait ça les aide un peu parce que comme ça ils n'ont pas à nettoyer eux-mêmes les trucs. Après c'est peut-être qu'ils les vendent. J'ai pas eu le directeur là, c'était pas le directeur, c'était quelqu'un d'autre. Aïe. Du coup je sais pas, mais moi si c'est aussi simple que ça, j'achète 3 sacs, j'achète 10 sacs même, et je remplis ma voiture et je fais ça tous les jours. T'imagines pas la quantité de caca que ça doit produire par jour un cheval. Même en me promenant sur la route, des fois, et je suis tenté d'arrêter la voiture, de ramasser la petite crotte et de repartir. Mais quand on a des options aussi rentables voilà, ça m'a pris 5-10 minutes. Et en fait, surtout, il y a un truc très important dans tout ce projet, vraiment, dans tout ce projet, en fait, c'est de networker. C'est de faire du réseau en fait, c'est d'apprendre, c'est de connaître les gens qui sont là parce que voilà, je te l'ai déjà dit, je vais pas te le répéter 1000 fois, mais les gens c'est des opportunités mutuelles. Et oui, et maintenant j'ai intégré cette idée. Voici donc à l'entrée de la forêt que l'on peut voir grâce à cet habile marquage au sol d'une ancienne latte de sommier. Là, nous entrons dans une partie beaucoup plus sauvage, une partie aussi beaucoup plus végétalisée, notamment parce que il y a de l'ombre qui vient de ce pan-là, et il y a la rivière qui coule tout le long en fait. D'où le terme de jardin de la rivière. Nous, on vient de là, hein, pour rappel. Et normalement, tu dois voir à peu près là-bas la maison, enfin la maison, l'ancien abri. Là, mon but, il est très simple. Il est d'éviter justement d'avoir à faire ça tout le temps, tu vois. Il est aussi de pouvoir marcher pieds nus sans avoir à trop regarder si on marche pas sur un bout de bois pointu. Et puis à terme, c'est donc de préparer le sol, toujours sur une bande de 30 ou 40 cm. Tu vois là, j'ai commencé à délimiter déjà les chemins. Tout ça, c'est des chemins qui existaient déjà sans doute avant que je passe. Tiens, regarde ces arbres qui sont complètement couverts de mousse, eux, ils sont morts et bien morts. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le truc, c'est que comme c'est une forêt qui est devenue assez dense, je me demande si ça joue pas aussi dans le processus de moussage, de remoussage. Ce qui signifierait que ces arbres ne sont pas à les dernières étapes de la succession écologique, s'ils ne sont pas capables de résister aux conditions, communes. Voilà. Bref, en tout cas, tu vois, par exemple, là, je marche et hop, je serai tout de suite gêné par ça. Donc là, mon objectif, ici, j'ai déjà dégagé, mais c'est de continuer un peu à corriger ces petits trucs qui, justement, d'année en année, vont avoir tendance à s'accumuler. En fait, je dis que c'est mort, mais j'ai menti. Regarde. Vois-tu cette tige qui part du tronc et qui remonte et qui remonte et qui devient verte? Comme quoi, il faut pas vendre l'écorce de l'arbre avant de l'avoir coupé. Bref, donc là on arrive un peu dans les... Attends, je change de côté de caméra ou pas, je reste comme ça. Là on arrive un peu dans là je me suis arrêté par là, tu vois, l'année dernière j'ai pas fini, c'est pas du tout entretenu, et là on arrive dans un endroit où je suis obligé un peu de forcément me baisser pour pouvoir avancer, ce qui est plutôt rassurant. Alors là je suis sur plutôt le chemin haut. Ce qui est plutôt rassurant, c'est de voir qu'on est quasiment à l'entrée du terrain là. C'est-à-dire qu'il doit y avoir peut-être 50, 60, 70 mètres entre l'entrée, peut-être 100 mètres même, je sais pas trop, et l'intérieur de cette forêt. Regarde. Tu vois, là, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Après, j'ai pas non plus envie de tout transformer. Il faut se souvenir que on a toujours besoin d'une zone sauvage sur son terrain, mais si j'arrive à intégrer la parcelle dont je t'ai parlé au tout début, ma zone sauvage, j'ai plus besoin d'y penser. Ici, tu vois, je découvre un truc vraiment sympa. Un bassin.
Là, c'est vraiment roche affleurante, quoi. Et là, la route qui remonte du coup et qui longe mon terrain par le haut. Bref, ça, tout le contact ici, avec, la rivière, tout ça, ça pourrait être rendu plus productif. Même le côté, là, les berges qui sont pas à moi, il faut les stabiliser, il faut arrêter l'entropie, il faut arrêter la dégradation et la remplacer par de la gradation. Regarde là, voilà, exactement, là c'est l'endroit où je me suis arrêté, donc il y avait un début de chemin et puis plus rien. Voilà, ça c'est ma piste de travail, quoi. C'est ça qu'il va falloir que je déboise un petit peu et que pas forcément m'investir beaucoup dedans, mais juste au moins faire un chemin, histoire que quand j'entre, j'ai le choix des chemins qui soient tous ergonomiques, tous agréables, et que petit à petit, à force de les emprunter par plaisir, et ben j'ai envie d'y développer des choses. Donc là, hop, tu vois, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est identifier, bon, il est facile là, le chemin animal qui trace là. En fait, pour toi c'est là. Tu vois, on voit que on rentre par là. C'est toujours un peu cette histoire de feng shui, des machins comme ça, mais je le vois bien fonctionner. Tu vois, en fait, c'est l'endroit où ça va me demander le moins d'efforts aussi pour faire du travail. Est-ce que là, par exemple, est-ce que je choisis ici ou est-ce que je choisis là? Bah là, ça m'a l'air quand même plus simple, même si c'est un peu en hauteur, parce que il y a déjà quasiment une porte, alors que là, j'ai beaucoup plus de choses à enlever. Je suis un grand sentimental. À chaque fois que je coupe un arbre, t'as l'impression, là, je fais ça, je mets de la musique, c'est rigolo, mais à chaque fois que je coupe un arbre, je me sens un peu triste, en fait. Je me dis, mais de quel droit, en fait, je coupe cette créature multidécennaire qui est plus âgée que moi, qui a fait des meilleurs choix dans sa vie puisqu'il a toujours poussé dans le sens de la lumière, tandis que moi non. Alors, moi je suis là et je me permets de le couper. Bref, il faut penser que chaque sacrifice, que chaque insecte que tu écrases, que chaque petite bactérie qui empêche de se développer parce que tu changes une condition, tu as le devoir de la remplacer par 2, 3, 10 fois plus de vie. Voilà, c'est ce que je me dis. À chaque arbre que je coupe, eh bien, il y aura 3, 4, 10 fois plus de carbone fixé, 3, 4 fois plus, 10, 50 fois plus de récolte, de production utile pour les humains et pour les autres animaux, car j'ai pas envie de voler ce terrain. Ah, le vol. L'énergie, elle peut être accumulée, stockée dans des matériaux, je dirais. Mais le but de l'énergie, c'est d'être constamment en mouvement. En plus, c'est à cause de l'entropie, on va dire, c'est naturel. L'énergie, elle est censée s'échapper. Donc, si tu la stockes à un endroit, elle va petit à petit se dissiper. Regarde les villes et regarde, moi je voulais te parler de classe, de la lutte des classes. Regarde les villes qui concentrent énormément d'énergie, de capital, et qui du coup en fait
dépense la majorité de son énergie dans la conservation de cette énergie à l'intérieur de la ville. En fait, elle dépense la majorité de son énergie dans l'entropie. Mais pourquoi? Parce que le vide appelant le plein, quand il y a un plein d'énergie dans un vide qui a été drainé, CF la campagne du coup et la ville, CF des classes aisées par rapport à des classes populaires, entre guillemets ceux qui vivent des rentes de leur capital et ceux qui créent la rente en bénéficiant de manière discutable, peu importe. Quand on passe autant de temps à défendre ce qu'on accumule, j'ai l'impression qu'en fait on se fait des ennemis, on fait de son environnement des ennemis. Et quand je dis que moi j'ai envie d'en chier un peu, j'ai pas envie de me retrouver à la rue, j'ai pas envie de vivre en camion ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de passer par ce que la majorité des gens expérimentent en termes de, pas de stress financier, mais juste de mode de vie. Parce que quand il suffit plus d'aller dans un magasin et d'acheter ou d'appeler quelqu'un qui va contre rémunération te rendre un service, quand tu peux plus te payer ce luxe, t'es forcé d'aller vers l'humain. Là, moi, je suis un peu dans le mindset où j'ai envie je me fais plaisir, j'utilise ma voiture, je mange de temps en temps dans un restaurant, dans une auberge, pour être précis, à laquelle je crois. Mais donc voilà, je suis pas à 100%, je suis même pas du tout à 7. Mais parce que je me suis dit que j'allais pas dépenser excessivement d'argent, je cherche des moyens d'obtenir des ressources par le réseau, par les gens, en fait, parce que j'ai moi-même des choses à leur donner, c'est vrai. En fait, j'ai une soif de partager, et à mon avis, cette soif a beaucoup plus de valeur que tout l'or que je pourrais créer avec une pierre philosophale matérialiste. Parce que, justement, la fin de cet exposé, c'est que la vraie pierre philosophale, le cœur, le contact avec les gens, cette envie de donner, de partager, c'est ça le vrai or, c'est ça qui va en fait dans tous les cas t'assurer ta survie. Je veux dire, demain ton appartement il peut être détruit et l'assurance mettre 10 ans à le rembourser ou jamais, ou ton entreprise elle se crache la gueule et t'as des dettes, ou peu importe ce qui t'arrive. Si tu comptais uniquement sur l'argent et que tout d'un coup t'es même en négatif, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu es, comment tu survis? Si tout ça t'arrive, mais que tu as d'abord investi sur les gens, que tu n'as pas accumulé pour toi, que tu n'as pas fait, en fait, simplement, c'est une économie. C'est une économie de ne pas accumuler de l'argent. Déjà, tu en gagnes pas plus que nécessaire. Tu n'as pas à le défendre vis-à-vis de ton environnement. Ton environnement, naturellement, en fait, il suffit juste de laisser l'énergie se dissiper, tu vois. C'est-à-dire, tu accumules et tu redonnes. Il y a des gens qui sont beaucoup moins doués que toi, que moi, pour accumuler du capital. C'est naturel, tous les singes ne sont pas égaux dans la société. On crée pour remplir des fonctions écologiques dans l'environnement naturel, mais avant tout social. Il y a des gens qui vont être très bons pour exécuter, il y a des gens qui vont être très bons pour les tâches de force, d'autres pour planifier, d'autres pour être heureux. Il y a des gens comme ça, c'est juste des soleils, c'est des gens, ils ont toujours le sourire, mais et c'est tout, il n'y a pas plus de... C'est pas qu'ils sont creux, mais ils sont juste heureux, et c'est leur fonction, c'est leur rôle, c'est une de leurs fonctions. Si toi, ta fonction, si tu te rends compte que une de tes fonctions, une de tes compétences, de tes qualités, c'est de gagner, d'accumuler, de créer du capital, n'oublie pas que si tu es heureux, c'est parce qu'il y a des gens soleil, si t'as une maison, si t'as une éducation, c'est parce que il y a plein d'autres personnes autour de toi qui t'ont rendu des services
Pour l'instant, tu les as rémunérés avec principalement de l'argent. Et bon, en tout cas, pour moi, c'est pas une découverte, mais j'ai l'impression de faire le chemin inverse en me disant, ok, j'ai pu pas tout acheter, mais le nécessaire et un peu plus, j'ai pu l'acheter avec de l'argent sans avoir besoin de qui que ce soit. Et au final, je me suis retrouvé dans une très extrême solitude. Là, maintenant où j'ai envie de dépenser moins et que j'ai envie de me porter vers les autres, les deux vont de pair. Je me rends compte que voilà, c'est ça le vrai or, c'est ça la vraie quête alchimique, c'est de développer ce cœur, c'est d'être prêt à donner parce que ensuite tu n'auras plus à te soucier d'or. Je crois que c'est ça. Petite réflexion sur le jardin avant, on va l'appeler, où je peux revenir dès que le soleil se cache un peu. Réflexion sur toujours le sens de l'eau, le sens de la pluie, et donc le sens de la matière organique, des nutriments, même des matières minérales. Tu vois en bas, là-bas, sur toute la bordure basse, et désolé pour le vent par avance, il y a déjà des petits arbustes, cynorhodons notamment, alors que de ce côté, le côté haut, nieto. Donc, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois que je vais chercher du fumier, je vais en étaler le long de la bordure, mais je me demande si également je le mettrai pas sur cette... En fait, tout le haut du terrain là, par exemple, il y a une petite bosse très caillouteuse. Si je l'entoure de fumier dans le sens de la pente, alors les nutriments, avec la pluie, avec le temps, devraient glisser le long du terrain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ça vaut le coup, peut-être que je plante des légumineuses sur, enfin, au moins le long des pierres, le fumier, en revanche, je peux me contenter de le poser en haut et de laisser faire le temps. Comme c'était le cas sur hier, sur la fin de la vidéo, je te montre le tas de fumier et le kénopote qui pousse autour. À partir du moment où le fumier doit être posé, je suppose que l'azote et tout ça doivent, enfin l'azote, tous les nutriments doivent en fait s'infiltrer et être captés par les plantes autour. Voilà. Juste par rapport à l'eau, tu vois là, ça c'est les drainages, le drainage que j'ai mis. Sur un des chemins qui mène à mon terrain, il y a des espèces de rigoles en métal qui en fait effectuent déjà ce travail. Comme je dois aller envoyer un courrier au maire, j'ai plusieurs propositions à lui faire et au vu du ravinage que ça cause, je pense que c'est une décision acceptable de mettre ces rigoles ici. Si en plus c'est la mairie qui le met, bien sûr parce que ça fait économiser de l'argent à moyen et long terme, pour moi c'est tout bénef puisque toute l'eau des pentes transitera par ce terrain. Alors ça peut faire beaucoup et je pense qu'il faut que je mette quelque chose pour filtrer les gros morceaux, les cailloux, les trucs comme ça pour qu'il n'y ait plus que l'eau et l'argile qui s'épandent sur le terrain. Bien sûr il faut aussi que je dirige la direction, enfin que je dirige le flux voilà, d'eau, d'argile et éventuellement de cailloux au début le long du terrain. L'idée ça va être de maximiser son passage, de la faire zigzaguer et en préparant ces petits zigzags, je me demande si ça préparait pas en même temps les futurs emplacements pour les fruitiers. C'est-à-dire que si par exemple, bon là je suis dans le mauvais sens, imaginons que là il y ait cette eau qui coule, normalement elle va dans ce sens, tac 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 tac, là imaginons que je mette des... Tu te souviens de ce motif que je t'ai montré là avec les croisements, donc de l'eau qui arrive, ici je creuse un tout petit peu, juste je fais une petite butte, et en fait à force que le flux voilà, d'eau, d'argile, de tout ça
arrive, ça va s'accumuler comme sur les pentes là-haut, dont j'ai commencé à placer quelques cailloux pour freiner l'érosion. À terme, ça va me préparer un sol moins caillouteux. Enfin, je veux dire, je l'espère. Sinon, quel espoir me reste-t-il ?